pour ceux qui ne connaissent pas notre conférencier du jour, Christophe Meuret, je vais rappeler quelques éléments de son curriculum vitae qui est abondant, qui est impressionnant. Donc Christophe Meuret est coordinateur scientifique aux AML. Ceux qui ne connaissent pas les archives et musées de la littérature doivent se précipiter à la Bibliothèque royale pour voir ces fonds vraiment magnifiques avec de la littérature belge. Il travaille là depuis une dizaine d'années et depuis 2 ans, il est aussi professeur invité à l'UC Louvain. Alors, il est vraiment spécialisé dans la littérature belge, mais plus généralement, littérature française ou francophone peut-être, fin 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Littérature belge, oui, c'est ça qui l'intéresse principalement, puisqu'il a écrit, il a publié au moins 2 ouvrages sur des écrivains belges, sans compter les articles, mais il vient de publier un ouvrage sur Jean-Philippe Toussaint et le cinéma. Ah ben voilà, il fait sa publicité. Et puis un bel ouvrage aussi sur François Emmanuel. Il contribue à l'édition, je ne sais pas où ça en est, mais cette édition critique de l'œuvre complète d'Émile Verhaeren. Hein. Ça, c'est un gros travail en cours. Bon, pour revenir quelques instants à des temps anciens, au moment où il a défendu sa thèse, on attache quand même de l'intérêt à son sujet. Donc je vous lis le titre de sa thèse, « La scène d'intemporalité dans le récit contemporain de langue française ». Donc il s'agirait de suspension ou suspense. Suspend. Le suspens. Du temps, d'accord. Hein. En tout cas, il veut inscrire la subjectivité dans le temps. Enfin bref, le temps, c'est quelque chose qui l'intéresse dans la littérature. Alors, il a gommé ça du CV qu'il m'a envoyé, et moi, j'aurais bien voulu lui demander de quoi il s'agissait, parce qu'il s'intéresse aussi au discours et aux personnages prophétiques dans la littérature du XXe siècle. Et il pose la question du sujet apocalyptique. Donc, je n'ai pas trouvé dans ma mémoire de personnages prophétiques dans la littérature belge. Je ne vois pas très bien de quoi on peut parler. Là, comme ça, à brûle pour point, c'est vache. Non, ça va, d'accord. Désolée. Bon, je continue avec le CV, parce qu'il est coprésident de la Fondation Maurice Carême, ce qui révèle un intérêt pour un autre écrivain belge bien connu. Mais il a aussi des intérêts du côté français, c'est-à-dire qu'il est président de la Société internationale Marguerite Duras. C'est vraiment un grand durassien, je crois, puisqu'en même temps, il dirige les cahiers Marguerite Duras et une collection Marguerite Duras chez Peter Lang. Donc vraiment... après tout ça ou avant tout ça? Oui, non, avant. À égalité. Avant, d'accord. Avant. Donc il il le sait. Il n'est pas jaloux. D'accord, ça va. 2 essais qui ont un rapport, qui établissent un rapport entre la littérature et le cinéma dans sa bibliographie. J'ai déjà cité donc Jean-Philippe Toussaint et le cinéma, mais il y a aussi un ouvrage qui s'intitule Alien, Hélène Ripley, qui fait dire à la presse que Christophe Meuret est un alien au sein des lettres, puisqu'il est au croisement entre la recherche, l'enseignement, l'art, et que son ouvrage est un véritable monstre. Donc ça, tu ne l'as pas. Non, tu ne l'as pas apporté. D'accord. Il faudra que tu me dises où tu l'as trouvé. Le compte-rendu ou Oui. D'accord. Alors, c'est aussi un vrai Belge, Christophe Meuret. Pourquoi ? Parce que il est né à Bruxelles, ça c'est peut-être un défaut, mais enfin, sa mère est flamande, et puis son père est Carolo. Marcinelle ? Marcinelle, plus exactement. C'est Marcinelle. Et puis quand je lui ai demandé d'où lui venait ce goût de la littérature et du cinéma, alors il m'a confié quelque chose de très touchant. Il m'a dit que son père était professeur de français, mais que ce n'était pas ça qui avait inspiré sa passion pour la littérature. C'est sa grand-mère. Sa grand-mère qui était pas du tout lettrée, pas du tout professeure d'université, rien du tout, mais qui était une grande lectrice,
très grande lectrice, qui aimait les histoires, qui aimait le théâtre, la poésie, la bande dessinée, les sujets philosophiques, hein, et que c'est grâce à elle qu'il a eu ce plaisir du texte, de la langue, de l'image. Bon. Alors, le sujet de la conférence, venons-y. D'habitude, on parle plutôt des adaptations cinématographiques des ouvrages littéraires. Et lui, Christophe Meuret, il est vraiment à contre-courant, puisqu'il va faire le contraire. Il va nous parler de ce que le cinéma insuffle à la littérature. C'est le sujet. Et le sujet est déjà affiché. Je vais lui laisser tout de suite la parole. Un petit applaudissement d'encouragement pour Christophe. Merci Catherine. Est-ce que tout le monde m'entend parfaitement? Oui, ça va. Je ne dois pas forcer la voix, ça c'est bien. C'est parfois très pratique de ne pas forcer la voix. Alors, en effet, si le cinéma s'est nourri des images inventées par la littérature, leur conférant au moyen de l'adaptation une forme concrète et définitive, l'on néglige souvent la façon dont la fabrique d'images qu'est le cinéma a à son tour profondément influencé la littérature. Or, dans les études littéraires, si l'on consent à aborder le phénomène de l'adaptation, le passage du texte à l'image, qui subordonne le cinéma à la littérature, l'on se soucie peu, sinon du bout des lèvres, de ce que le cinéma a apporté et apporte encore aux écrivains. Je dois vous confesser que quand j'ai commencé ce livre, quand j'ai commencé à préparer ce livre et que j'ai expliqué le sujet à quelques littéraires, on m'a regardé de travers en me disant que je commettais quelque chose de pas du tout orthodoxe et que j'allais me casser la gueule. J'espère que ce n'est pas le cas, vous me direz à la fin de la conférence. Donc j'aimerais aborder cette question non seulement au moyen d'une réflexion sur les raisons de cette vassalité entre deux arts, tout d'abord, pour ensuite me pencher sur quelques cas concrets, dont l'écrivain et cinéaste belge Jean-Philippe Toussaint sera l'exemple clé, en interrogeant d'une part les motivations qui président au passage d'un écrivain derrière la caméra, et d'autre part l'écriture cinéphile de certains écrivains, concept écriture cinéphile qui est un concept susceptible de nous faire comprendre ce que le cinéma fait à la littérature. J'ai choisi l'exemple de Jean-Philippe Toussaint, bien évidemment parce que je viens de lui consacrer un bouquin, c'est logique, mais aussi parce que sa vie et son œuvre s'avèrent proposer toutes les virtualités des rapports entre cinéma et littérature, parce que, outre le fait qu'il est auteur de romans et cinéaste, c'est un touche-à-tout. Donc il a fait 4 longs métrages, 6 courts métrages, mais il a aussi une activité de photographe. Son dernier livre touche à son amour de la photographie. Il a également été créateur d'installations de type muséal, y compris des installations de vidéastes. Donc c'est vraiment un touche-à-tout particulièrement intéressant. Et son œuvre protéiforme témoigne du fait que la littérature ne risque pas de s'éclipser face au cinéma, pas plus qu'elle ne lui est supérieure, montrant au contraire que les deux arts se nourrissent mutuellement. Alors, oui, si j'oublie, voilà, comme ça, vous voyez qui est Jean-Philippe. Alors, voici mon premier point. Depuis ses plus lointaines origines, la littérature, au sens le plus étendu, c'est-à-dire qui comporte aussi ses manifestations orales, est une fabrique d'images. Parce que les mots nous renvoient à des éléments du monde réel que nous pouvons ensuite associer librement sous la forme de métaphores. Exemple, votre patron est un requin parce que son agressivité ou sa voracité l'assimile à cette espèce de poisson cartilagineux. Ou bien sous la forme d'une trouvaille descriptive qui invente ce qui n'existe pas. La licorne, par exemple, en tant qu'animal imaginaire composé du corps d'un cheval et de la corne identique à celle des narvals dans les mers. Depuis Homère ou Virgile, l'Occident a bâti tout un imaginaire à partir de ces images mentales dont nous sommes encore tributaires aujourd'hui. Car l'imaginaire n'est pas à comprendre dans le sens de ce qui n'a pas de réalité, mais bien dans le sens de ce qui structure notre perception du monde, notre histoire, nos codes sociaux, au moyen d'effets de langage
parce qu'il puise dans les histoires, qu'elles soient réelles ou non, que nous nous racontons, que nous avons en partage, même si nous n'avons parfois plus un accès de première main à ces histoires. Je vais inventer un exemple. Quel auteur le premier a imaginé la licorne ou associé un être humain à un requin ? Je l'ignore. Peut-être d'ailleurs ce savoir s'est-il perdu dans les abîmes du temps, mais il n'empêche que ces représentations font toujours bel et bien partie de notre imaginaire. Car l'imaginaire fonctionne par addition et rarement par soustraction. Ce qui s'oublie laisse toujours des traces, si infimes puissent-elles sembler. L'imaginaire a vraiment un poids dans le réel, contrairement à ce qu'on voudrait bien nous faire croire aujourd'hui. Pour prendre un autre exemple, auquel je vais accorder une toute autre dimension, le terme barbare, que nous avons conservé en français, désignait en grec ancien bien sûr, l'étranger, dans le sens très précis de celui qui n'appartient pas à la civilisation grecque, c'est-à-dire qui n'obéit pas à ses principes et à ses codes, parce qu'il n'en parle pas la langue. Chez Homère, le terme n'a pas encore acquis la connotation péjorative qu'il prendra ensuite et qu'il a conservée jusqu'à aujourd'hui. Près de 2500 ans plus tard, notre réflexe relatif à autrui est de désigner d'abord le barbare par ce qui le distingue de nous, et souvent, hélas, de mépriser un langage et des codes que nous ne partageons pas. Pourquoi ce détour par le barbare ? Sans doute parce que le cinéma a longtemps représenté le barbare de la littérature. En Europe du moins, où la littérature a longtemps été sacralisée, à tout le moins durant les XVIIIe, XIXe et XXe siècles, l'apparition d'un nouveau médium artistique s'est toujours mesurée à l'aune des médiums ayant le privilège de l'ancienneté et le prestige d'avoir acquis des lettres de noblesse. Les lettres de noblesse, en général, c'est qu'on enseigne la matière et qu'on fasse des recherches sur cette matière. Dans le roman « Un barrage contre le Pacifique », paru en 1950, donc comme vous avez compris, Marguerite Duras est mon écrivain préféré, et donc chaque fois que je prends la parole, je parle toujours à un moment ou à un autre de Marguerite Duras. Ce sera le seul moment où Enfin non, c'est pas vrai. J'en parle à 2 reprises. C'est pas grave. Donc, dans le roman de 1950, Un barrage contre le Pacifique, dont l'action se déroule dans l'ancienne colonie française d'Indochine à la fin des années 20 du XXe siècle, soit une trentaine d'années après l'invention du cinéma, Duras place son personnage principal dans une salle obscure. Et je vous lis l'extrait. C'est bien lisible, hein, ça va. Le piano commença à jouer. La lumière s'éteignit. Suzanne se sentit désormais invisible, invincible, et se mit à pleurer de bonheur. C'était l'oasis, la salle noire de l'après-midi, la nuit des solitaires, la nuit artificielle et démocratique, la grande nuit égalitaire du cinéma, plus vraie que la vraie nuit, plus ravissante, plus consolante que toutes les vraies nuits, la nuit choisie, ouverte à tous, offerte à tous, plus généreuse, plus dispensatrice de bienfaits que toutes les institutions de charité et que toutes les églises, la nuit où se consolent toutes les hontes, où vont se perdre tous les désespoirs et où se lave toute la jeunesse de l'affreuse crasse d'adolescence. Pendant longtemps, et encore aujourd'hui, le cinéma a joué le rôle du dernier né dont on se méfie parce qu'il emporte l'adhésion du plus grand nombre. En d'autres termes, le cinéma a progressivement volé la vedette de la littérature qui était l'art populaire du XIXe siècle, au moment où l'alphabétisation commençait à s'étendre au-delà des seules sphères aristocratiques. La résistance de la littérature vis-à-vis du cinéma relève d'une forme de protectionnisme de corporation qui tente de se protéger de ce qui est perçu comme une menace de disparition. Et on vit la même chose aujourd'hui avec des tas d'autres phénomènes médiatiques, dont on a l'impression qu'ils vont engloutir les autres phénomènes médiatiques qui les précèdent. Mais ce que révèle cet extrait de Duras, c'est que le plaisir du cinéma, si coupable puisse-t-il paraître, est un plaisir largement partagé, tout en demeurant solitaire comme l'est la lecture. L'enthousiasme jubilatoire, presque onaniste, de Suzanne s'inscrit à l'encontre de la morale convoquée indirectement par la mention des églises, parce que le plaisir peut faire l'objet d'un partage plus immédiat que la lecture, parce que la puissance identificatoire du cinéma
qui est garantie par la bulle d'obscurité de la salle, accroît de façon significative la mémoire collective, de par son aspect démocratique, enchâssé dans sa dimension commerciale. Ce qui le rend suspect au regard des arts, qui valorisent davantage le génie de la création que les recettes qu'ils peuvent produire, et ce, même s'ils en dépendent. Je me permets de citer un sociologue du cinéma qui dit « À la différence de la littérature et de la peinture, le cinéma a été construit comme un art dont la valeur esthétique est régulièrement définie par opposition au goût du grand public, mais aussi comme un art dit populaire et démocratique dont la valeur peut tout aussi bien être mesurée à la popularité et à la rentabilité. » Le film met en jeu des processus de décodage similaires à ceux du roman, tout en ne contraignant pas les spectateurs à savoir lire, puisque l'image copie la réalité et ne demande finalement que l'écoute et la vue. L'on sait à quel point les modèles cinématographiques sont susceptibles d'hameçonner l'imaginaire mondial et ont contribué à enrichir une mémoire collective que la diversification de l'espace médiatique n'a cessé d'amplifier. Leur diffusion à grande échelle les a rendus disponibles au détournement, à la transformation, mais aussi, plus simplement, à la captation des faits, et c'est de celle-là que je vais principalement parler aujourd'hui. Juste pour que tout soit clair par rapport à ce que je viens de dire sur le média qui engloutit l'autre, en fait, chaque nouveau média est le nouveau barbare, qui ternit en quelque sorte le côté un peu aristocratique et noble des arts qui sont déjà reconnus comme de grands arts, des beaux-arts. Finalement, le terme beaux-arts a ce sens-là. Et donc, en fait, ce n'est pas pour dire qu'on peut aller jusqu'à valoriser TikTok au point où TikTok remplacera peut-être un jour tout ce qui est art visuel. Mais en tout cas, TikTok, pour le moment, c'est le barbare. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses intéressantes sur TikTok. Deuxième point, première partie sur la cinéphilie, la question de l'écrivain cinéaste. Le cinéma s'est trouvé sommé, dès les premières années du XXe siècle, de s'inventer un langage propre. On a souvent dit une grammaire, une syntaxe, en calquant justement le vocabulaire linguistique. Ce langage lui servait à raconter des histoires. Des films pionniers ont inventé des codes dont le cinéma d'aujourd'hui est toujours tributaire, selon la double logique du modèle et du contre-modèle. C'est soit par opposition, soit par vassalisation. À l'époque du muet, alors que l'inventif Georges Méliès, tout le monde connaît encore le nom de Georges Méliès, sinon pratiquement tout ce qui reste de Georges Méliès est sur YouTube, allez voir, ça vaut la peine. Ce sont les débuts du cinéma et notamment des effets spéciaux. Donc, alors que l'inventif Georges Méliès tournait en plan fixe, adoptant le point de vue d'un spectateur de salle de spectacle, l'américain D.W. Griffith inventait et ou popularisait de nombreuses techniques comme l'alternance des plans éloignés et rapprochés ou le principe du montage alterné, une scène qui est constituée de plusieurs plans successifs. Aujourd'hui, tout ce vocabulaire-là, c'est du vocabulaire courant. Mais en fait, il a fallu que tout ça soit inventé. Aujourd'hui, tout ça nous paraît l'évidence même quand on regarde n'importe quel type de support vidéo. Et pourtant, tout ça a dû être inventé dans les premières années du XXe siècle. Certains de ces codes n'ont d'ailleurs pas toujours été compris d'emblée. Il suffit de songer au Métropolis de Fritz Lang, qui date de 1987 et qui est un peu le prototype même du film de science-fiction, dont l'intégrité a été mutilée à de nombreuses reprises, suivant l'opinion de la censure et l'incompréhension du public, alors que ces codes paraissent aujourd'hui comme des évidences aux spectateurs, et le cinéma de science-fiction d'aujourd'hui continue en fait de se nourrir à cette source première qu'est le Métropolis de Fritz Lang. Ce langage n'est bien entendu pas totalement étranger aux techniques de narration de la littérature. Le point de vue, l'analepse et la prolepse, qu'on peut aussi appeler flashback et flash-forward, l'ellipse, etc., etc. La captation des faits s'est d'abord jouée dans ce sens-là, avant d'engager la réciprocité.
Très tôt, en effet, le cinéma s'est servi des écrivains pour élaborer des scénarios susceptibles de captiver le public. C'est d'ailleurs cet import de la littérature et des littérateurs au cinéma qui a conduit, en France du moins, le problème c'est que dans le monde anglo-saxon ça a fonctionné un petit peu différemment, à considérer le réalisateur comme un auteur à part entière. C'est pour ça qu'on valorise tellement, en tout cas dans l'espace francophone, le réalisateur. Amenés à s'intéresser au cinéma, plusieurs écrivains vont tenter l'expérience de passer derrière la caméra. En France, les 3 précurseurs les plus connus sont Sacha Guitry, Marcel Pagnol et Jean Cocteau. Si les 2 premiers n'ont pas apporté de révolution notable dans le 7e art, il n'en va pas de même du 3e, dont on connaît encore aujourd'hui les films, je pense à Orphée ou à La Belle et la Bête par exemple, qui ont inventé de nouvelles façons de faire du cinéma, à travers notamment des trucages comme la traversée des miroirs ou la réversibilité de la bande filmée pour donner un effet fantastique ou poétique à ce qui se déroule à l'écran. Et je vais juste vous passer une toute petite séquence du Testament d'un poète de Jean Cocteau. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà vu le Testament d'un poète de Jean Cocteau? Non. Je vous conseille de voir le Testament d'un poète de Jean Cocteau, bien entendu, et j'espère que ce petit élément... Alors, ça va vous paraître peut-être... Aujourd'hui, on dirait low-tech, hein, c'est-à-dire que, oui, bien sûr, ce sont des trucages faciles aujourd'hui, mais ils étaient d'une inventivité absolument extraordinaire à l'époque. Ne vous obstinez pas. Un peintre fait toujours son propre portrait. Cette fleur, vous n'arriverez jamais à la peindre. Merde. Merde, 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 merde. Vous avez compris que simplement ce fait d'avoir le dessin qui se fait à l'envers et qui, au lieu de s'effacer, s'inscrit au tableau noir, évidemment, c'est un bête trucage. C'est un trucage d'une simplicité déconcertante. Il suffit simplement de passer la bande à l'envers. Néanmoins, il fallait tout de même y penser et il fallait pouvoir en faire quelque chose de suffisamment poétique, ce que fait Jean Cocteau. Aux yeux de Cocteau, les outils technologiques du cinéma sont des instruments dont il faut pouvoir conquérir la maîtrise tout en résistant aux sirènes de leur accoutumance. En gros, la leçon de Cocteau, c'est « ne vous reposez pas sur vos lauriers et surtout, ne suivez pas aveuglément les codes. Inventez des codes plutôt que de suivre les codes. » Autrement dit, l'écrivain cinéaste tel que le conçoit Cocteau ne doit jamais se satisfaire de reproduire les recettes qui marchent, sinon à les démonter pour leur insuffler une inventivité nouvelle et singulière. En tant que créateur qui ne s'embarrasse pas dans les textes de la contrainte matérielle à laquelle sont confrontés les cinéastes de métier, l'écrivain cherche à faire bouger les lignes de démarcation entre cinéma et littérature, autant qu'à repousser les limites du 7e art. Parmi les plus célèbres au sein de la génération qui suit celle de Cocteau, je songe à Alain Robbe-Grillet, qui se trouve au milieu, dont les fantasmagories cinématographiques font perdre au spectateur le sentiment de réalité. Vous ne savez plus ce qui s'est passé avant, après, pendant, si même les choses se sont passées. Quand vous suivez un film de Robbe-Grillet, vous pouvez vous attendre à tout. À l'italien Pier Paolo Pasolini, qui, dans la lignée Cocteau, a cherché à explorer les possibilités poétiques du cinéma tout en lui conférant une dimension politique forte, ou encore à Marguerite Duras, voilà,
deuxième fois, après c'est fini, je vous promets, dont les films dénonçaient l'emprise imaginaire du cinéma commercial en déconstruisant les codes qui étaient encore jeunes, du 7e art. Dans India Song, par exemple, les voix des personnages sont entendues alors que leurs lèvres ne remuent pas. Dans Son nom de Venise dans Calcutta désert, elle reprend la bande-son d'India Song, mais pour la passer sur des images, des décors en ruine du film India Song. Dans Le Navire Night, elle filme les comédiens, les costumes, le tableau noir où sont indiquées les indications scéniques, sur un récit en voix off. Dans Le Camion, elle-même et Gérard Depardieu lisent le scénario du film face caméra. Dans L'Homme Atlantique, là elle fait encore plus fort, elle va encore plus loin. Je n'ai pas mis toutes les affiches, si c'est ça que vous cherchez, je ne les ai pas toutes mises. Dans L'Homme Atlantique, elle va carrément aller jusqu'à faire un film de 50 minutes dont il y a 20 minutes de noir, où vous n'entendez que la voix de Duras qui vous raconte l'histoire, et qui est une histoire qui s'adresse à son personnage, donc c'est une histoire en vous, en plus. Du fait du succès populaire rencontré par le cinéma, auquel vient s'adjoindre dès les années 50, du XXe siècle toujours, une nouvelle génération de cinéastes qui rencontrent le succès dans les milieux intellectuels, outre les écrivains cinéastes que j'ai déjà cités, pensons aux auteurs de la Nouvelle Vague, François Truffaut, Éric Rohmer, Jean-Luc Godard, mais aussi aux néoréalistes italiens et à ceux qui les ont suivis de manière immédiate et qui sont très éloignés du réalisme, comme Rossellini, De Sica, Visconti, Antonioni, Fellini, etc. De nombreux écrivains, nés après 1945, ont d'abord pensé devenir cinéastes avant de se rabattre sur la littérature. Dans son dernier récit autobiographique, intitulé Kolkhoz, qui a eu le prix Médicis, si vous suivez un tout petit peu l'actualité littéraire, Emmanuel Carrère, je vois qu'il y a du remue-ménage, donc sans doute que ça doit parler à certains parmi vous. Emmanuel Carrère se voit découragé de faire du cinéma par sa mère, l'historienne Hélène Carrère d'Ancos. Je vais lire cet extrait. Tout au long de mes années de lycée, mes professeurs de français m'ont toujours repêché parce que j'étais cet oiseau rare, l'élève qui lit des livres et qui n'aime rien tant que cela, en lire et en parler. J'aimais aussi le cinéma. Je commençais à écrire des critiques dans la revue Positif. Je rêvais de devenir réalisateur. Il y avait une école pour cela, l'IDHEC, et un concours auquel je pensais m'inscrire, mais ma mère m'a expliqué que pour devenir réalisateur, la bonne façon de procéder était d'avoir à côté un métier sûr et pas trop absorbant. Activité peu sérieuse, trop dangereuse, gouffre financier probable ou divertissement populaire sans grand intérêt, le cinéma a toujours mauvaise presse dans l'imaginaire européen de la seconde moitié du XXe siècle. Et ce, bien que la jeune génération en est résolument friande et convaincue de sa qualité d'art à part entière. La carrière de Jean-Philippe Toussaint, qui faisait, comme Emmanuel Carrère, le désespoir de sa maman, puisqu'il faut savoir que la maman de Jean-Philippe Toussaint était libraire, et que donc il baignait dans les livres à la maison, mais qu'il ne lisait absolument rien, mais quand il dit rien, c'est vraiment rien. Alors, il blague en disant « un Balzac, un Zola, des trucs comme ça ». C'est une citation que je lui emprunte. Mais pour le dire rapidement, en gros, Jean-Philippe Toussaint a écrit des livres avant même d'en lire. Pour le dire vite, c'est un petit peu ça. J'ai déjà fait cette plaisanterie devant lui, elle ne le dérange pas. Donc, je me permets. Donc, sa carrière s'articule intégralement autour de son fantasme de cinéma, entre fantasme au sens vraiment propre, entre un désir impérieux et un assouvissement postposé. Il fera quand même du cinéma. D'ailleurs, il va s'arranger, sa sœur va devenir productrice de cinéma, c'est ce qui lui permettra d'en faire. Jeune étudiant, il passe ses journées à la Cinémathèque française et caresse le projet de devenir réalisateur. Mais la pellicule et tout ce qu'elle mobilise en amont coûte beaucoup plus cher que l'encre
et le papier. Donc le jeune auteur choisit de délaisser ses rêves de grand écran au profit de la plume. C'est vous l'écrivain, un livre qu'il a publié en 2022, revient sur ce moment fondateur lorsque le premier scénario écrit, à l'âge de 21 ans, et qui est conservé dans mon institution aux Archives et Musées de la littérature, est appelé à devenir un roman. Je le cite, « J'avais écrit un scénario de court-métrage, un film muet que je voulais réaliser en noir et blanc. Le film, qui s'appelait « Échec », racontait l'histoire d'un championnat du monde d'échecs qui durait 10 000 parties. Toute l'action du film se déroulait dans une grande pièce blanche rectangulaire. J'ai souvent repensé à cette grande pièce blanche rectangulaire. C'est peut-être elle, finalement, ma première image littéraire. C'est en tout cas la première image littéraire que j'ai construite moi-même. C'est une image fondatrice pour moi. C'est dans cette pièce que se déroulait tout le roman. C'est ce scénario de court-métrage que j'ai transformé en roman au retour du Portugal. J'ai écrit la première version d'Échec rue des Tournelles à l'automne 1979. C'est vrai que ça ne m'avait jamais frappé. Je vous le dis, rue des Tournelles, en fait, c'est l'appartement du grand-père. Et en fait, c'est là que la sœur de Jean-Philippe Toussaint, qui est devenue productrice, je n'y avais jamais songé, mais en fait a installé sa maison de production. Et donc la maison de production s'appelle encore aujourd'hui, enfin avant c'était les films des Tournelles, et maintenant c'est Tournellovision. Donc c'est vraiment, tout est symbolique là-dedans, tout est symbolique. Bref, si le scénario dont vous pouvez voir la première page là, et le roman qui en est tiré ultérieurement, semblent distincts, leur première image commune se révèle aux yeux de leur auteur éminemment littéraire. C'est intéressant qu'ils disent que sa première image soit littéraire. L'apprentissage de l'écriture par Toussaint procède donc par le biais d'une image qui préexiste à une phrase, image dont la description succincte, une large pièce rectangulaire au mur blanc, que vous retrouvez d'ailleurs dans le plan du décor en fait, que Jean-Philippe Toussaint avait conçu pour ce premier scénario de court-métrage, donc c'est toujours un extrait du manuscrit que vous avez à l'écran, eh bien cette description est agrémentée d'un plan détaillé précisant les dimensions et la disposition de l'ensemble du décor. Dans C'est vous l'écrivain, suit alors l'incipit du roman, du moins dans l'une des deux versions que nous connaissons aujourd'hui, deux versions qui ont été publiées non pas en version papier, mais en ligne en 2012 sur le site de l'écrivain. Donc, l'incipit du roman dont l'amorce est littéralement cinématographique, puisque notre œil de lecteur épouse l'œil du narrateur qui s'appelle Koronskis. Je cite, « Le couloir est interminable. La porte grandit à peine. Elle est encore petite, loin. J'ai encore le temps de penser. On a toujours le temps de penser, sauf... La porte est aussi grande que moi. Je saisis la poignée, la tourne, la tire. » Ce début de roman, c'est un début de roman qui fonctionne comme une avancée où vous épousez le point de vue du narrateur qui se rapproche progressivement de la porte. Cette scène est donc une mise en acte de la transition entre cinéma et littérature, dans la mesure où le temps de pensée qu'autorise la lecture romanesque est rattrapé par l'effectuation en temps réel de la distance qui sépare l'œil du narrateur de la porte. La phrase d'ailleurs s'interrompt, sauf, comme sur la butée que constitue la porte enfin atteinte. À plus forte raison, cette avancée vers la porte inverse le mouvement du premier plan du scénario dont le roman est tiré, qui prenait la forme de, je le cite, un long travelling arrière qui s'arrête en plan général d'une large pièce rectangulaire au mur blanc. Donc c'est intéressant qu'il ait choisi le mouvement inversé. Le film devait être tourné en 35 mm et selon les estimations de l'auteur, sa durée devait avoisiner les 25 minutes. Il n'a bien sûr pas vu le jour. Le scénario se décline en 161 plans, répartis sur 3 époques. Je vous rappelle qu'il y a 10 000 parties à jouer. Donc en fait, les personnages vieillissent et finissent
désolé de vous gâcher la fin, mais finissent par mourir avant même d'avoir gagné, bien entendu. Et donc, ces 3 époques correspondent aux époques que le roman reprendra. Dans l'espace confiné plutôt statique où se joue la partie, et je vous rappelle que c'est un film en noir et blanc et muet, la variété des prises de vue garantit au film son rythme. 9 types d'images distincts sur seulement les 10 premiers plans. C'est une variété quand même assez conséquente. Gros plan sur l'échiquier, plan américain du journaliste, carton, plan général de la pièce, panoramique latéral, plan général en plongée, plan américain en légère contre-plongée, plan moyen de la partie de profil, plan moyen du public. Le jeune Toussaint, qui lit beaucoup de livres sur le cinéma, il ne lit pas de livres de littérature, mais par contre, il lit énormément de livres sur le cinéma, prévoit des scènes au ralenti aussi bien qu'en accéléré. La plupart des écrivains cinéastes considèrent l'opération du montage comme un des principaux indices du style du cinéaste, à l'image du style de l'écrivain. La poétique du montage requiert dans un premier temps un geste nécessaire de fragmentation, à laquelle correspondra un geste consécutif d'assemblage. On découpe les plans et on les remonte ensemble. Cette conception, partagée par plusieurs cinéastes, dont le grand Orson Welles, qu'admire beaucoup Toussaint, se vérifie dans la façon dont Toussaint conçoit son premier roman, appelé à être publié. Là, je ne parle plus d'échec, je parle de son premier roman publié, La salle de bain, qui paraît en 1985 aux éditions de Minuit. Ce roman semble en effet avoir conservé les traces d'un montage visible. L'on constate que la numérotation continue des paragraphes, qui composent chacune des 3 sections du roman, les fait en quelque sorte correspondre à un plan. À cet égard, il convient de noter que La salle de bain contient presque autant de plans que le scénario d'Échec, donc le petit court-métrage en noir et blanc. 161 pour celui-ci contre 170 pour le roman. Avec cette distinction notable que la numérotation repart de 1 pour chacune des 3 parties du roman. On a 40 paragraphes, puis 80 paragraphes dans la deuxième partie et 50 paragraphes dans la troisième. La fragmentation répond à des impératifs narratifs dont le sens n'apparaît qu'à y introduire la notion de montage. Et je vais vous donner un exemple que j'espère éclairant. Si ce n'est pas le cas, il faut me le signaler, je peux expliquer. Donc, je lis d'abord. Paragraphe 13. Assis sur mon lit, le dos contre un oreiller, je lisais. La porte d'entrée claqua, je relevai la tête. Un instant plus tard, Edmondson apparaissait, le visage rayonnant. Elle voulait faire l'amour. 14. Maintenant. 15. Faire l'amour maintenant. Je refermai mon livre posément, laissant un doigt entre 2 feuilles pour me garder la page. Edmondson riait, sautait à pieds joints. À travers ce bref passage, très emblématique, l'on peut observer avec aisance comment le montage par plan joue d'un champ contre champ. Vous savez ce que c'est la logique du champ contre champ, j'espère. C'est d'un côté, d'un point de vue et de l'autre point de vue, dans lequel le point de vue du narrateur est brutalement coupé par un plan qui consiste en un adverbe unique à imputer au point de vue d'Edmondson. S'il n'est introduit par rien, ce maintenant peut être assimilé à du discours direct par contraste avec le discours rapporté « elle voulait faire l'amour ». En ce cas, le tour de parole aurait pu être indiqué par un tiret ou par des guillemets. Mais le choix de Toussaint est plus subtil, parce qu'il introduit une dimension visuelle au sein de la dimension discursive. Isolant l'adverbe dans ce paragraphe numéroté 14, il donne au texte une allure de gros plan qui vient magnifier un mot qui appartient pourtant à une phrase ou à un discours plus élaboré, et qui donnerait en discours direct « je veux faire l'amour maintenant ». En somme, l'étendue des effets produits par ce mot paragraphe n'est perceptible qu'à le considérer comme un effet de montage cinématographique. Comme l'indique Yannick Vellé dans sa grammaire du cinéma, un bon montage est un montage qui ne se voit pas, mais qui se ressent. Avec La salle de bain, le montage est perceptible, mais invisibilisé par le genre romanesque
dans lequel il s'inscrit. Si cinéphilie il y a, dans ce cas, elle consiste à emprunter des moyens cinématographiques pour les transposer au texte, en captant une part de leurs effets et en créant de nouveaux. Mais comment repérer cette tentative de captation d'effets lorsque l'emprunt est plus ciblé ? Non un montage dans son sens général, mais une image tout à fait spécifique. Et quel impact la référence filmique a-t-elle sur le texte littéraire ? C'est ce à quoi j'en arrive maintenant avec ma troisième partie. Mais qui est le deuxième versant de la question de la cinéphilie. Alors, première partie de cette section-ci, sur la référence explicite. Évidemment, il y a des références explicites dans le texte. Et pas que dans le texte, vous allez voir, je vais vous fournir quelques exemples. La littérature qui produit de l'image par des moyens textuels peut également faire l'objet d'une citation non littérale dans un autre texte ou dans un film. En ce cas, que dire de la capacité et de la diversité d'imprégnation qu'offrent les œuvres du 7e art ? La question à se poser revient moins à savoir si ces évocations sont repérables que d'essayer de comprendre comment leur repérage enrichit à la fois l'œuvre source et l'œuvre cible, rétablissant le dialogue qu'elles entretiennent entre elles. La mémoire des films s'avère de surcroît plus volatile que la mémoire du texte, et c'est là le côté casse-gueule que tout le monde craignait par rapport à mon livre, c'est oui mais c'est compliqué de reconnaître une scène de film, a fortiori dans un texte. Donc, vers le texte, il est plus facile de revenir, de s'attarder, alors que le temps de visionnage du film est incompressible et soumis à des dispositions spécifiques, évoluant en plus de décennie en décennie et de support en support. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de revoir un film que dans les années 70. Christine Montalbetti, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais je vous encourage à connaître Christine Montalbetti, en 2005 signe le roman Western, qui s'avère être un ovni littéraire, puisqu'il se donne comme le déploiement narratif de scènes d'un western, tout à fait fictif, ce western n'existe pas, adoptant le point de vue du spectateur. La description des scènes délaie bien entendu l'action, bien davantage encore que dans les films de Sergio Leone, s'attardant sur les moindres détails visuels du cadre décrit. En 1999, Tanguy Viel, dans Cinéma, procédait de la même façon, en s'attelant moins à imiter un genre connu qu'à décrire avec une précision maniaque le film Sleuth, à savoir Le Limier en français, de Joseph L. Mankiewicz, montrant cependant que toute narration relève forcément du geste interprétatif et que, par voie de conséquence, les effets du récit divergent des effets du film. L'allusion explicite au film démontre ainsi non seulement la distance qui sépare le langage cinématographique et le texte, mais tente également à influer sur la logique même du texte, en invitant le lecteur à s'interroger. Est-on encore dans un roman ou dans un récit ? Quel est l'intérêt de transposer cette histoire filmique sous la forme d'un texte, etc. En ce sens, la position du narrateur qui est le spectateur du film devient l'objet du questionnement même qu'impose le récit. Et il se fait bien sûr que c'est un spectateur maniaque qui ne cesse de regarder tout le temps le même film, bien entendu. Quoique beaucoup d'écrivains réfutent l'intérêt de chercher les éventuelles sources cinématographiques d'un roman, sans doute la peur de déchoir de la noble littérature en suivant la pente vulgairement démocratique du cinéma, apposer un filtre cinéphilique sur le texte littéraire n'est toutefois pas plus inepte que de l'appliquer sur une œuvre filmique. Il ne faut pas négliger l'aptitude intermédiale, c'est-à-dire passer d'un média à l'autre, l'aptitude intermédiale qu'a la littérature de traduire en mots aussi bien des processus cognitifs que des motifs de nature iconologique. Faire dialoguer avec le texte une référence cinématographique potentielle n'est pas y réduire l'œuvre, et c'est ce que craignent beaucoup d'écrivains, c'est ce que craint d'ailleurs Jean-Philippe Toussaint. Tout au contraire, c'est permettre de saisir la façon dont leur dialogue infléchit le sens de l'une et de l'autre. Dans le recueil
Toutes les femmes sont des aliens. Je vais venir sur cet autre livre que j'ai commis cette année. Dans le recueil « Toutes les femmes sont des aliens » qui date de 2014, l'écrivaine Olivia Rosenthal, qui est aussi une passionnée de cinéma et que l'on peut assimiler à la narratrice commune aux 3 nouvelles, aborde successivement la tétralogie Alien, donc la tétralogie initiale, les 4 premiers films qui mettent en scène justement le personnage d'Helen Ripley, puis Les oiseaux d'Alfred Hitchcock, et enfin le Bambi de Walt Disney. Et dans cette dernière nouvelle, qui s'intitule Bambi et compagnie, l'autrice met en évidence le caractère idéologique du film pour enfants. Je vous laisse lire, parce que je vais passer ça pour ne pas être trop long, mais je vous invite vraiment à lire ce recueil de nouvelles qui est jouissif. Donc, elle met en évidence le caractère idéologique du film pour enfants qui, à la fois, joue du traumatisme, et le traumatisme étant la mort de la mère de Bambi, et aussi d'une résolution apaisante qui confirme la structure hétéropatriarcale de la société occidentale. Et évidemment, Olivia Rosenthal intervient là en tant que féministe qui dénonce en quelque sorte l'aspect hétéropatriarcal latent qui se trouve dans le film de Walt Disney. Donc, l'extrait est long, mais en fait, la nouvelle est assez longue aussi. Dans la première nouvelle du recueil, qui est aussi la nouvelle titre, Toutes les femmes sont des aliens, Rosenthal prend appui sur la tétralogie Alien pour parvenir également à instiller une réflexion féministe. Toutefois, les 4 films mettant en scène le personnage d'Helen Ripley, interprété par Sigourney Weaver, créé par Ridley Scott en 1979, puis récupéré par James Cameron en 1986, David Fincher en 1992 et enfin Jean-Pierre Jeunet en 1997, permettent également à l'autrice d'interroger les limites de la narration dans le passage de l'écran à la page. Alors, je vais le citer, il me faut du souffle, parce que la nouvelle est écrite en une seule phrase. Je ne vous cite pas l'intégralité de la nouvelle, bien sûr, je ne vous cite que le début. Mais vous allez voir pourquoi elle le fait en une seule phrase, enfin j'espère. Je ne vois pas trop comment démarrer parce que je sais bien que commencer par le commencement, ça ne sert à rien, c'est improductif, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça embrouille tout. Commencer par le commencement embrouille tout, il faut toujours reconnaître la fin pour pouvoir raconter une histoire. Donc on ne peut pas raconter d'histoire et surtout, on ne peut pas raconter sa propre histoire. Il faudrait attendre jusqu'à sa fin, qui serait aussi la fin de tout désir de raconter, de toute possibilité de raconter, de tout récit. Du coup, on se rabat sur le cinéma, sur les films, sur des ensembles connus qui durent un temps donné et qu'on peut regarder jusqu'à la fin avant d'en parler. Ça repose de la vie, on va au cinéma pour se reposer, pour oublier qu'on marche à tâtons, on part sur des fausses pistes, des pistes séduisantes sûrement, mais justement des fausses pistes. Alors qu'au cinéma, on peut être plus rigoureux, plus méthodique, encore que on se laisse parfois emporter, parfois on se trompe, on est séduit. Par exemple, dans Alien de Ridley Scott, c'est l'exemple qui me revient, on imagine des scènes de sexe ou d'épouvante avec des monstres qui sortent du fond de l'écran, et en fait, ce n'est pas du tout ça. Encore que si, un peu, si. Alien, ça raconte un peu ça, c'est un peu une histoire de monstres, même si, au bout d'un moment, on ne sait plus si les monstres, c'est eux ou nous. Je veux dire, nous les humains ou eux les aliens. Enfin, eux, c'est mal dit, c'est vite dit. Eux, c'est un seul qui devient plusieurs et qui se multiplie. Mais je vais revenir au commencement, sinon je me perds. Parce que quand je pense à Alien, je suis obligé de penser en même temps à la tétralogie, 4 films, 4 aliens successifs et enchaînés, qui restent dans la tête par bribes, se superposent et se mélangent, au point que tout l'esprit est infecté par ces drôles de bestioles dégoûtantes qui ont eu le temps, en une vingtaine d'années, les 20 années de la tétralogie, de pulluler et de se propager et d'envahir jusqu'à l'inconscient. En choisissant de réaliser une nouvelle en une seule phrase tortueuse, grevée de répétitions, Rosenthal parvient non seulement à mettre textuellement en scène l'aspect sériel et pluriel de la saga Alien, mais aussi à convoquer les images fascinantes que cette saga a pu produire, notamment par le biais du mode de vie totalement étranger, qui dit étranger dit barbare, dit alien, du xénomorphe qui se sert des êtres humains. Tout le monde connaît Alien, au moins tout le monde connaît la scène, voilà, qui se sert des êtres humains pour accomplir son cycle de gestation parasitaire, c'est violent et sanglant, et dont les concrétions ensevelissent
l'héroïne, dans le 4e épisode, Alien Resurrection de Jean-Pierre Jeunet. Autrement dit, la forme même de la série et les images inédites qu'elle comporte sont alliées dans une recherche de formes textuelles inédites, barbares, monstrueuses presque, à l'instar de la créature qui hante l'espace et la mémoire d'Olivia Rosenthal. Convoquer implicitement ou explicitement une image de film, une atmosphère ou même une ligne de dialogue, c'est s'en remettre moins à sa permanence mémorielle qu'à ce lieu où elle entre en connexion avec l'œuvre en train de se faire, non comme son prolongement ou sa répétition, sinon ça ne sert à rien d'écrire une nouvelle ou un roman en décrivant ce qui se passe à l'écran dans un film, mais comme un espace qui ménage la disponibilité nécessaire à la création. L'image cinématographique est une image reproductible, largement partagée, qui se distingue de l'image picturale par son mouvement, qui implique une plasticité plus grande, y compris sur le plan de la mémoire, qui fait et défait la succession des images au gré de la mémoire et de l'œuvre qui les charrie. La consistance de l'image se mesure à sa capacité à passer de regard en regard. On parle tous des films qu'on voit, tous. Et on ne voit pas toujours la même chose d'ailleurs, on ne retient pas toujours la même chose. Donc à passer de regard en regard, donc cette aptitude-là, mais aussi sa valeur d'usage, à l'infinité des regards auxquels elle s'expose, au risque de sa dissolution, puisqu'on ne retient jamais tout à fait un film. Même quand on l'a vu 50 fois, on retrouve ou on redécouvre des choses qu'on ne connaissait pas auparavant. Je vous donnerai si vous voulez, on pourra en parler après, mais Jean-Philippe Toussaint m'a notamment bien montré que dans mon livre, je viens pointer un élément d'un film qu'il a vu, que je sais qu'il a vu, et il me dit, mais en fait, quand j'ai écrit telle chose, je ne me souvenais pas du tout de cette scène de film. Il dit, tu me l'as réappris. Ce qui est intéressant, mais ça ne veut pas dire que ça ne s'était pas déposé quelque part. Donc, Toussaint, pour revenir à lui, fait partie de ces praticiens de la littérature et du cinéma qui ont forgé un langage hybride, de sorte que les notions même d'emprunt, de copie ou de transposition perdent leur sens au profit d'autres gestes, qui seraient des gestes d'extraction, de transformation, de combinaison. Pour pouvoir comprendre la façon dont il utilise la référence cinématographique dans ses œuvres textuelles, je vais me permettre un détour pour observer comment il en use dans ses films. Alors, je vais commencer pas par un film classique, mais par un web documentaire qu'il a réalisé pour Arte en 2012 et qui s'intitule « Une brève histoire du football ». Si vous n'êtes pas amateur de football, rassurez-vous, moi non plus. Ce web documentaire entrelace des images d'archives, de la musique, des textes et des extraits de films, et s'avère exemplaire de la façon dont Toussaint, qui l'a conçu, intègre consciemment le cinéma en tant que matière référentielle à remodeler à son désir. Le montage, dont était responsable Alice de Lima, se donne comme un geste intensément disruptif entre la culture dite populaire, l'histoire événementielle d'un sport populaire, et la culture dite d'élite, où se nicherait le cinéma de Truffaut, de Godard, de Fellini, de Resnais, qui sont cités dans les 4 épisodes du web documentaire, cherchant ainsi à multiplier ce qu'il appelle lui-même les mises en perspective, les métaphores et les courts-circuits. Intéressant cet enchaînement métaphore, mise en perspective et court-circuit. Les épisodes retracent les 4 étapes marquantes de l'histoire du ballon rond. Donc, d'abord ce qu'il appelle dans le premier épisode la préhistoire, les origines, la fixation de ses règles. Puis, deuxième épisode, les années 1960 avec la finale de la Coupe du Monde de 1966 opposant l'Allemagne à l'Angleterre. C'est le début de celle-là qu'on va regarder. Les Coupes du Monde organisées par l'Allemagne de l'Ouest en 1974 et l'Argentine en 1978, troisième épisode des années 1970, et enfin les Coupes du Monde de 82 en Espagne et 86 au Mexique pour le dernier épisode des années 80. Chaque épisode s'ouvre sur le logotype de l'une des grandes sociétés de production hollywoodienne. Ce n'est quand même pas un hasard, je vais y arriver. La RKO, qui était celle qui produisait les films de Orson Welles pour le premier épisode, la MGM pour le deuxième, la Columbia pour le troisième et la 20th Century Fox pour le dernier. Alors je vous montre le début. Je ne vais faire que
ça dure 1 minute et demie, c'est 4 minutes d'épisode, mais je ne vous montre que le début. J'espère que vous connaissez. Tu vois mes pieds dans la glace? Oui. Tu les trouves jolis? Oui. Très. Et mes chevilles, tu les aimes? Oui. Tu les aimes, mes genoux aussi? Oui. J'aime beaucoup tes genoux. Et mes cuisses? Aussi. Tu vois mon derrière dans la glace? Oui. Tu les trouves jolies, mes fesses? Oui. Très. Alors, donc c'est le début de l'épisode 2. Ok, qui a reconnu le film? Non, c'est pas Dieu crée la femme. Ouais, c'est Brigitte Bardot et Michel Piccoli. Le mépris. Donc, il s'agit bien du Mépris de Jean-Luc Godard, donc film iconique s'il en est, et cette scène en particulier est tout à fait iconique. Vous connaissez tous la musique de cette scène parce qu'elle a été réutilisée de 1000 manières différentes, et cet extrait-là, il a été réutilisé et aussi de 1000 manières différentes et surtout caricaturé de tant de manières différentes. Alors donc, dans cette célèbre scène, Camille, jouée par Brigitte Bardot, demande à Paul, joué par Michel Piccoli, s'il aime chacune des parties de son anatomie. Et Toussaint s'autorise des jeux de mots potaches au fil des cartons, faisant approximativement correspondre le découpage du corps de Brigitte Bardot au découpage du corps des footballeurs, mais aussi au découpage du mot foot. Ball, puisque je pense que dans ce cas-là, il faut le prononcer de cette façon-là. Je suppose que tout le monde a compris. Je ne dois pas faire de dessin. La référence explicite est le plus souvent chez Toussaint, comme c'est le cas ici, détournée. Tout emprunt référentiel décontextualisé est à la fois objet de consécration et de désacralisation. Ainsi, je prends un exemple... Ah oui, pardon, ça c'était juste pour... Voilà, je prends l'exemple du roman La clé USB qui date de 2019. Alors, il va au cinéma voir La menace fantôme, célèbre épisode désormais 1 de Star Wars, le narrateur va voir le film avec son fils. Et donc, voilà, les sages paroles de Maître Yoda dans La clé USB sont renvoyées à une forme d'étrangeté comique, par le biais d'une langue d'énonciation inattendue. Je cite « La paura è la via per il lato oscuro ». Mon fils ne lisait pas encore avec fluidité les sous-titres et nous étions allés voir le film doublé en italien. « La paura porta alla rabbia porta all'odio, l'odio conduce alla sofferenza ». Bien. Vous aurez sans doute reconnu, en tout cas pour tous ceux qui ont vu Star Wars, vous aurez sans doute reconnu les paroles que Yoda prononce dans le conseil, enfin peu importe, vous aurez reconnu. L'effet comique, parce qu'il y a quand même un effet comique, est obtenu parce que l'italien n'est, en tant que public francophone, pas la langue que nous avons l'habitude d'entendre dans un film de science-fiction. Soit la langue originale, on s'attend soit à la langue originale, l'anglais, soit à sa propre langue maternelle par le biais du doublage. Mais dans ces derniers cas, la référence explicite est le plus souvent connue et largement partagée, et c'est ça ce qui joue cet effet disruptif, en fait, justement. Parce que c'est largement partagé, même ceux qui n'ont pas vu Star Wars connaissent Star Wars. Tout le monde connaît le personnage de Yoda, enfin bref, voilà. C'est l'effet démocratique du cinéma. Et dans le cas contraire, en fait, le spectateur est renvoyé à l'œuvre source, mais renvoyé de manière détournée. J'en viens à mon dernier point sur la référence implicite, qui est le deuxième sous-point.
Alors voilà, donc, l'imprégnation cinématographique se joue parfois dans l'implicite, et c'est là que les choses se corsent. Apercevoir un détail cinématographique dans une œuvre filmique, et peut-être plus encore dans une œuvre littéraire, ne va pas de soi. Le processus d'intrication entre littérature et cinéma est donc plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. On peut imaginer qu'une image, un cadrage, un contraste de lumière, une disposition de personnages, une scénographie, un mouvement de caméra ou une singularité de montage puissent représenter une forme de citation ou à tout le moins d'évocation. Mais comment est-ce qu'on parvient à dénicher ces tout petits détails et comment ils sont transposés dans un texte ? Traiter le 7e art comme un intertexte classique n'a donc pas de sens. D'abord parce que les études intertextuelles se cantonnent le plus souvent au démontrable littéral. On cite littéralement, et si on cite littéralement, il y a intertextualité. C'est une définition très restreinte. Or, chercher le littéral dans un film reviendrait à le réduire à du texte, au même titre que chercher la littéralité d'une image dans un texte est tout bonnement impossible. Il faut donc recourir à la notion de figural. Appartenant en plein au régime du visuel, le concept de figural, que j'emprunte à Jean-François Lyotard, déborde les cadres du narratif et du figuratif, donnant plutôt forme à une sensation. Ce concept désigne, je cite, la restauration phénoménologique et analytique d'une situation filmique qui distingue les valeurs de l'image du contenu de sa figuration. Autrement dit, le figural relève de l'apparition dans l'immédiateté de l'image. Elle ne représente ni ne signifie rien, sinon son propre mouvement qui tente à le singulariser et à l'intensifier, et qui appartient à une dimension de désignation. On vous montre quelque chose. Et qui pourtant peut être rabattu sur du discours. Le figural, en somme, c'est la part de l'image qui se laisse approcher dans le détour d'une déformation, d'une transformation, d'une défiguration. L'une des embûches que rencontre cette quête de figures implicites touche à son apport sur le plan de la signification, dans la mesure où la trace figurale vient très souvent défigurer l'image à l'écran ou produite par le texte, voire dérégler la logique diégétique, la logique narrative, aussi bien. Ainsi, le figural ne parachève pas la signification, mais, à l'instar de la façon dont fonctionne l'onirisme, les rêves, la rouvre. Donc en fait, une citation de film qui n'est pas une citation littérale, mais une citation figurale, rouvre la signification. Et je vais essayer de vous donner quelques exemples. Toussaint, d'ailleurs, l'affirme indirectement dans un livre qu'il consacre au rapport entre littérature et image. Un livre qui est issu d'une exposition qu'il avait faite au Louvre en 2012 et qui s'intitule « La main et le regard ». Je le cite. « Les images se superposent et il reste toujours dans l'esprit du lecteur une trace infime de l'image vue précédemment. C'est le principe de la persistance rétinienne. » Et en fait, le principe de la persistance rétinienne, vous pouvez l'éprouver même en lisant un texte. Et en fait, le texte vient vous faire surgir une image que vous connaissez, que vous avez déjà vue dans un autre médium. Ainsi, avec son premier film, Monsieur, qui date de 1990, et qui est l'adaptation de son roman homonyme, qui lui date de 4 ans auparavant, Toussaint a multiplié les références à des cinéastes dont il apprécie le travail. Donc ce sont toutes des déclarations qu'il a faites dans la presse. Je ne me suis pas... j'ai reconnu certaines choses par moi-même, mais en fait, là, je me sers simplement de ce que lui-même a dit dans la presse, c'est-à-dire, je me suis inspiré de Truffaut, je me suis inspiré de telle scène dans tel film, etc., etc. La référence la plus explicite, donc Truffaut, Wells et Dreyer, c'est les 3 dont je vais parler. La référence la plus explicite, qu'il dévoilera d'ailleurs en 2003 dans le récit autobiographique L'Échiquier, est un court-métrage de Truffaut inscrit dans la série des Antoine Doinel, vous savez, les 400 coups, etc., etc. Et ce petit court-métrage s'intitule « Antoine et Colette ». Toussaint reproduit sur un mode comique la scène malaisante dans laquelle Antoine Doinel, qui n'a que 17 ans, apprenait l'existence d'un autre homme dans la vie de Colette dont il est éperdument amoureux. Et ce,
alors qu'il est déjà pratiquement installé chez les parents de Colette et qu'il y vit et qu'il y prend tous ses repas. Dans les deux cas, la révélation a lieu autour d'un repas. Alors, de ce côté-là, à ma droite, excusez-moi, j'ai un problème de la latéralisation et quand je dois me retourner, c'est encore pire. Donc, à ma droite, enfin, à cette droite-là, c'est Truffaut. Là, c'est Toussaint, c'est le film Monsieur. Alors, vous allez me dire, oui, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est sensiblement la même disposition de table. Et en fait, sur le plan narratif, il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire que, dans les deux cas, on est autour d'un repas et, dans un des deux cas, le compagnon de la nouvelle, enfin, de la petite copine de Monsieur ou de la petite copine d'Antoine Doinel va être présenté aux parents. Et dans les deux cas aussi, dans les deux films, la scène s'achève par une scène où, d'un côté, Monsieur, de l'autre, Antoine Doinel, regardent la télévision encadrés par leurs futurs ex-beaux-parents. Dans un sens, Monsieur est face caméra et nous sommes à la place, enfin le spectateur est à la place de la télévision, tandis que chez Truffaut, par contre, on se trouve derrière le canapé. Mais sinon, il s'agit exactement de la même situation dramatique qui se joue par une mise en scène scénographique qui est très similaire. En revanche, certains emprunts sont exclusivement iconiques. Ainsi, donc parce que ici, évidemment, l'avantage, c'est que le récit concorde dans les deux cas. Au début du film, la scène où Monsieur traverse de bout en bout le réfectoire de son entreprise pour trouver une place imite l'interminable traversée d'un bureau administratif par Joseph Kay dans le procès, The Trial, de Orson Welles, qui est son adaptation du roman de Kafka. Alors, si vous regardez, bien sûr, dans le cas de Welles, c'est pris à plus grande distance, tandis que le personnage de Monsieur est pris en plan américain, mais il n'empêche que vous suivez le personnage pendant, alors je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est un plan qui dure plus de 2 minutes dans les deux cas. Et donc vous suivez en travelling latéral les deux personnages, dans l'un, une cafétéria immense et surbondée, et dans l'autre cas, même chose avec un secrétariat, enfin en tout cas des postes de travail de secrétaire à n'en plus finir. L'aspect résolument comique de la scène chez Toussaint, parce que chez Toussaint c'est vraiment drôle, se teinte, pour ceux qui reconnaissent la référence, d'une touche grinçante, voire anxiogène, propre à l'univers kafkaïen. C'est pas du tout la même tonalité de film. Et donc, en fait, quand vous reconnaissez la référence, et Toussaint s'est vanté d'avoir fait ça, donc dans la presse à la sortie du film, il a dit, oui, cette scène-là, je l'emprunte à Orson Welles, en fait. Mais je lui donne évidemment une autre tonalité. De même, à la fin de... Enfin oui, et ça c'est le manuscrit qui se trouve aussi, enfin le manuscrit du découpage en plan qui se trouve également dans mon institution. Donc si ça vous intéresse, vous avez tous les scénarios de Jean-Philippe Toussaint qui se trouvent aux archives et musées de la littérature. Donc, à la fin de Monsieur, lorsqu'il se laisse aller à la rêverie, alors qu'il est en train de tomber amoureux du personnage de Anna Brookhart, le cadrage met en évidence le visage des comédiens et en particulier celui de l'interprète de Monsieur, Dominic Gould, à la manière de ce que Dreyer avait lui-même choisi dans La Passion de Jeanne d'Arc, film muet de 1928, porté par l'expressivité éblouissante de ses interprètes et singulièrement de celle qui interprète Jeanne d'Arc, Renée Falconetti. Alors je vais je vais juste vous montrer. Regardez simplement, et c'est là aussi Toussaint l'assume complètement. C'est très exactement la même orientation de visage, le même type de plan, etc., etc. C'est voulu, c'est vraiment volontaire. Mais évidemment, sous l'humour apparent du film de Toussaint, cela signifie que se dessine donc implicitement une tension vers un tragique sacralisé par la mise en évidence des visages en légère contre-plongée dont les regards se portent vers la portion vide de l'écran, puisque vous remarquez que c'est toujours la portion droite qui est vide et l'écran se trouve toujours décentré, dans un cas comme dans l'autre.
Comment comprendre enfin la façon dont l'image produite par le texte allude à une image de cinéma ? Mettre au jour les généalogies secrètes qui travaillent films et textes aussi bien, c'est exposer un divers qui pourrait paraître incohérent, voire immaîtrisable. C'est ce qu'on m'a reproché avant que je n'écrive le bouquin. Or, la cohérence qu'ils mettent en lumière, c'est précisément une certaine logique de la création. Réemploi d'un même matériau thématique, de fragments d'intrigue, de dialogues, images détournées, plans recomposés, cadrage recadré, montage remonté, la liste est longue, car le registre de la création et du dialogue entre les pratiques artistiques ne connaît absolument aucune limite. Nulle volonté d'exhaustivité donc, il s'agit plutôt d'exposer le dialogue continu entre Toussaint et le cinéma, qu'il soit en train d'écrire un texte, de réaliser un film, voire de constituer un casting. Je prends un exemple, son film le plus connu, La Patinoire. Je vous conseille d'ailleurs, si normalement la Cinémathèque va repasser tous les films de Toussaint, parce qu'ils ont tous été restaurés et numérisés. Et donc, si vous avez l'occasion de les voir, profitez-en, surtout La Patinoire, qui est vraiment un petit bijou, et un petit bijou très très drôle. Donc son film le plus connu, donc La Patinoire, qui date de 1999, était un hommage au cinéma, non seulement par son utilisation du film dans le film, l'histoire c'est celle d'un tournage de film qui se fait dans une patinoire, vous imaginez évidemment tous les effets comiques que cela peut engendrer, mais aussi par les références implicites mais évidentes à Truffaut, principalement La Nuit américaine, à Fellini, principalement Otto Emmetz au 8,5, à Wells, à Pasolini, à Godard, etc., etc., qui en passent également par le choix de certains comédiens. Et c'est pour ça que je parlais du casting. Notamment, il va aller choisir Marie-France Pizier, qui elle-même était dans Antoine et Colette de Truffaut, etc., etc., ou Jean-Pierre Cassel, par exemple. Voilà. Et en fait, il voulait au départ que le directeur de La Patinoire soit joué par Jean-Luc Godard. Mais Jean-Luc Godard a refusé, malheureusement. C'est Jean-Pierre Cassel, du coup, qui s'y colle. Alors, tout ceci pour dire que... oui, ceci c'est, voilà, par exemple là, le plan manuscrit, qui vient aussi des archives contenues aux AML. Ce plan manuscrit, en fait, c'est sa façon de réinterpréter le premier plan du film d'Orson Welles, Touch of Evil, La soif du mal, en français, qui est un plan séquence absolument dingue, en fait, avec une grue qui part dans tous les sens, enfin bref. Et en fait, Toussaint a refait un plan, alors un peu moins audacieux sans doute, mais dont il voulait quand même, il voulait faire un hommage à Welles par ce plan-là, et donc le schéma que vous avez ici à l'écran le reflète. Donc, la relation figurale tente à reconfigurer l'image de départ par condensation ou déplacement. Condensation, déplacement, autrement dit par métaphore ou par métonymie. L'emprunt peut être délibéré ou non. La puissance de fascination ou d'ébranlement d'une image n'est pas toujours pleinement conscientisée. La relation figurale, comme une espèce de remake, en fait, vient interroger ce que l'image matricielle contenait de latent ou d'irrésolu. Le passage d'un médium à l'autre peut d'ailleurs se révéler d'autant plus significatif. Comment le cadrage ou le montage d'un film peut affecter le point de vue d'une description romanesque, par exemple. Dans la littérature, l'on peut s'interroger sur la façon dont le texte s'essaye à reproduire, consciemment ou non, l'événement d'image qu'est le figural en tant que processus d'intensification. Qu'elle soit explicite ou non, la figuralité dérègle les coordonnées temporelles et géographiques des œuvres, en forçant un dialogue incompossible, et c'est d'ailleurs, je pense, toute la difficulté des intuitions qu'on peut avoir par rapport à ça, c'est que parfois on se dit, mais est-ce que c'est moi qui délire ou pas? Et puis vous avez des éléments dans les manuscrits, etc., qui vous permettent de confirmer vos intuitions. Et parfois l'auteur vous les confirme aussi, ce qui est sympathique. Apparaissant fugitivement, subconsciemment, la figure disparaît aussitôt, recouverte par la fable nouvelle qu'elle vient servir et défigurer. Je ne prendrai donc qu'un seul exemple, et ce sera mon dernier exemple, un peu long sans doute, mais ça va. J'ai débordé, mais ça va encore. Je ne prendrai qu'un seul exemple. Dans Faire l'amour, le roman de 2002. Les scènes d'hallucination du narrateur sont servies par d'intenses effets lumineux, à commencer par ce moment déclencheur lorsque le narrateur se contemple dans la salle de bain, dans la pénombre, une scène qui a fait l'objet de très nombreuses analyses pour sa référence photographique,
Mais je voudrais maintenant l'envisager sous un angle cinématographique. Je lis l'extrait, enfin le premier extrait. « De mon visage dans le noir n'émergeait que le regard, mes yeux fixes et intenses qui me regardaient. Je me regardais dans le miroir et je songeais à l'autoportrait de Robert Mapplethorpe, où du noir des ténèbres des profondeurs thanatéennes du fond de la photo n'émergeait au premier plan qu'une canne en bois précieux, avec un minuscule pommeau ciselé en ivoire, sculpté en tête de mort, auquel, sur le même plan, avec la même parfaite profondeur de champ, répondait comme en écho le visage du photographe qu'un voile de mort avait déjà recouvert. Debout dans l'obscurité de la salle de bain, j'étais nu en face de moi-même, un flacon d'acide chlorhydrique à la main, et peu à peu, la menace s'était précisée. Cette comparaison avec le célèbre autoportrait de 1988, alors que le photographe américain atteint du sida se sait condamné à brève échéance, s'avère le signe annonciateur de la menace qui, aussitôt après cette description, se précise. Mais de quelle manière s'est-elle précisée ? Par le biais de l'hallucination qui, dans les pages qui suivent, va se rendre de plus en plus inquiétante à travers une déambulation où mouvements et sons sont restitués de manière cauchemardesque. Deuxième citation. Derrière moi, la porte de la salle de bain était restée ouverte et dans l'ombre se devinaient les parois coulissantes de la penderie et la partie du couloir qui menait à la chambre. Je visualisais très bien le parcours qui me séparait de la chambre, les quelques pas dans le couloir qu'il me faudrait faire le long de la penderie, puis l'angle du mur et le débouché sur la chambre, avec au loin, en perspective, la grande baie vitrée qui donnait sur Tokyo. Aucun bruit ne se faisait entendre dans la chambre, ni respiration ni sanglots. Pas de craquement, je n'entendais aucun bruit, et j'avais peur. Cela faisait tant d'heures que nous n'avions dormi ni l'un ni l'autre, tant d'heures que nos repères temporels et spatiaux s'étaient dilués dans le manque de sommeil, l'égarement des sentiments et le dérèglement des sens. Dans cette description, le couloir entre la salle de bain et la chambre, proprement dit, paraît d'une penderie, rappelle, et d'ailleurs vous remarquez, vous avez peut-être perçu cet effet textuel, mais en général, un couloir dans une chambre d'hôtel, c'est pas très long. Et il dit bien que ce n'est que quelques pas. Mais la description de ce couloir semble l'étendre comme ça, de manière un peu plus importante que ce que n'est qu'un couloir de chambre d'hôtel. Dans ces descriptions donc, le couloir, paraît d'une penderie, rappelle la maison de Fred et Renée Madison dans Lost Highway de David Lynch. Fred, joué par Bill Pullman, y arpente à de nombreuses reprises un couloir dans une obscurité pratiquement totale. Alors je sais c'est la meilleure image que j'ai trouvée, mais je vous jure qu'on voit Fred Madison au milieu de l'image. Lorsqu'il rentre tard de son service de saxophoniste dans une boîte de nuit, avant de rejoindre son épouse dans la chambre. Chaque passage dans le couloir, saturé de noir, donne lieu à une apparition de Fred à peu près aussi puissante que celle de Mapplethorpe, et sur son autoportrait, Lynch aimant particulièrement faire émerger ses personnages d'un noir dense ou les y engloutir. Le couple reçoit depuis quelques jours, donc je vais juste vous donner un exemple, ça c'est René à l'autre bout du couloir, dans la chambre, ou ça c'est René dans la chambre même. Le couple reçoit depuis quelques jours de curieux envois sur le perron de leur maison, des cassettes vidéo montrant ce même couloir qui relie entre autres la chambre et la salle de bain, emprunté chaque jour un peu plus loin vers la chambre jusqu'au jour où la dernière vidéo montre Fred ensanglanté, penché sur le cadavre de René au pied du lit. Si tout le désigne comme coupable, hormis la vidéo, le motif de la jalousie, Fred n'a cependant aucun souvenir de l'événement ni de l'avoir tué. À l'instar des personnages de Faire l'amour, mais sans l'excuse du décalage horaire, Fred Madison manque de sommeil au point d'y avoir perdu ses repères temporels et spatiaux. Comme chez Toussaint, le couloir de la maison des Madison est paré d'une penderie dont le rideau rouge tranche dans la pénombre. Noir et rouge sont également les couleurs de la parure de drap en soie qui ornent leur lit. Vous avez vu la parure noire. Or, le rouge et le noir sont les deux couleurs qui baignent la chambre d'hôtel de Tokyo au moment où le narrateur reprend conscience de sa présence dans la pièce. Je cite « Mais où étais-je et qu'était cette sinistre pénombre mauve que traversaient les longs faisceaux de ce phare de malheur aux reflets noirs et rouges? Étais-je revenu dans la chambre? J'étais assis à côté d'elle, le flacon d'acide chlorhydrique ouvert à la main, et c'était ça qui puait, l'odeur âcre de l'acide. » Tel Fred Madison, le narrateur du roman de Toussaint ne distingue plus le rêve de la réalité. S'il semble vouloir fuir la possibilité du meurtre,
s'écartant en cela du funeste destin du personnage de Lost Highway, il n'en demeure pas moins prisonnier des fantasmes morbides qui vont tout à coup animer l'autoportrait de Mapplethorpe. Et je vous invite vraiment à lire le roman parce que c'est très 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 frappant. En fait, il a ce désir d'envoyer cet acide chlorhydrique, tout comme Fred Madison est dépassé lui-même par ce qui deviendra un meurtre. Le fait que le narrateur destine l'acide aux écrans qui l'entourent, notamment le miroir de la salle de bain puis la baie vitrée de la chambre, atteste une forme de dédoublement schizophrénique dans lequel l'agressivité est tournée vers soi-même, ce qui, une fois encore, résonne à l'unisson avec le dédoublement corporel dont Fred Madison fera l'objet dans la suite du film de Lynch, devenant provisoirement le jeune Pete Dayton et rencontrant le sosie de René, Alice. C'est toute une histoire de dédoublement. Si vous n'avez pas vu le film de Lynch, je vous invite à le voir. Quoique la situation des personnages de Faire l'amour, et j'achève là, ne soit que lâchement liée à l'hallucination que propose Lynch, les détails figuraux qui transparaissent dans le roman de Toussaint semblent constituer les vecteurs d'une captation des faits, tout en s'inscrivant comme un reste irrésolu dans le texte. Et je vous remercie et désolé d'avoir débordé. Y a-t-il des questions dans la salle? Ou pas, j'ai tué tout le monde. Il faut le temps de digérer toutes les informations. Christophe, tu n'es pas allé de main morte, je dois dire. Il faut suivre. Moi, j'aurais peut-être juste une petite question sur la notion d'intertextualité que tu as évoquée. Il y a Rifater qui dit que pour repérer l'intertextualité, il faut repérer une résistance sémantique. Est-ce que ça, c'est un concept qui t'aide pour découvrir enfin, c'est pas de l'intertextualité, mais c'est de l'interfilm ou quelque chose comme ça? Résistance sémantique? Alors, en fait, tu peux parler de résistance sémantique, et c'est ce que j'aborde en parlant d'irrésolu. Donc, ce qui est irrésolu dans l'image et dans le transfert de l'image, c'est en quelque sorte la même chose que ce que Rifater utilise, en quelque sorte. Mais le problème, c'est que, justement, l'intertextualité, c'est quelque chose qui est trop figé, alors que ici, en fait, c'est vraiment le mouvement d'image lui-même qui n'est pas répliqué à l'identique. En fait. Et c'est ça qui est très, très, très perturbant. Et c'est pour ça que je me suis d'abord fondé sur des indices que Toussaint lui-même donnait. Oui. Je me suis inspiré d'un tel, je me suis inspiré d'un tel pour tel. Oui, voilà. Oui, mais après pour extrapoler et aller dans d'autres directions. Et en fait, donc voilà, donc Jean-Philippe Toussaint a lu le livre, je le dis, et en fait, voilà, il a dit qu'il était très content du livre et que je lui avais appris des choses, même si, et il a ajouté une parenthèse, bien sûr, comme il en a le secret. Si vous avez déjà lu Jean-Philippe Toussaint, vous savez qu'il adore les parenthèses à effet comique. Il dit même si j'en savais déjà beaucoup, voilà. Mais donc, oui, je suis d'accord avec toi. De toute façon, il y a quelque chose qui résiste, puisque c'est un matériau hétérogène, en fait. Et en tant que matériau hétérogène, il est assimilé par le texte, mais il y a toujours quelque chose de son origine qui va résister. Et donc, en cela, oui, on rejoint Rifater. Enfin, je pense, en tout cas. Évidemment, Toussaint t'a aidé à retrouver les traces. Pas tout, pas tout. Justement, j'ai refusé. En fait, je n'ai pas voulu. Donc, le bouquin comporte un entretien avec lui, où je lui ai posé des questions préalables pour avoir quelques pistes, en plus de tout ce que j'avais déjà en fonction des déclarations qu'il avait faites dans la presse, ou de ce qu'on trouve dans ses manuscrits, parce que dans les scénarios, parfois, il met « ici, je voudrais un plan à la Ozu »,« ici, je voudrais… » Enfin, voilà. Fritz Lang, ce genre de choses. Donc il y a quand même des indices très concrets. Et puis j'ai ajouté ce que moi, en fonction de ce que je savais qu'il avait vu comme film, ou de ce que je préjugeais quasi certain qu'il ait vu comme film, parce que je ne suis pas toujours absolument sûr, et lui-même en fait ne l'est pas toujours, parce qu'on n'a pas toujours la mémoire de tous les films qu'on a vus. Parfois, je pense que ça, peut-être pas aux plus jeunes parmi nous, mais ça nous arrive à tous à un moment de commencer à regarder un film et puis au bout de 10 minutes de faire « je crois que je l'ai déjà vu ». Voilà. Mais sans qu'on s'en soit souvenu dès le départ. C'est la même chose ici. J'ai rappelé à Toussaint qu'il avait vu un film, en fait,
dont il ne se souvenait plus. Et c'est voilà, l'histoire de l'acide chlorhydrique. J'ai ramené ça à La soif du mal de Orson Welles, parce que dans La soif du mal, il y a un jet d'acide qui atterrit sur une affiche au lieu d'atterrir sur le personnage principal, qui est joué par Charlton Heston. Mais en fait, dans Jules et Jim de Truffaut, en fait, le personnage joué par Jeanne Moreau veut emmener un flacon d'acide avec elle dans sa valise, exactement comme ce que fait le narrateur de Faire l'amour, pour le jeter au visage des hommes menteurs. C'est les termes qu'elle utilise. Et en fait, finalement, elle se fait décourager de le mettre dans la valise. Voilà, je ne sais plus si c'est Jules ou si c'est Jim qui lui dit « Non, mais de toute façon, de l'acide, tu peux en acheter partout, tu n'as pas besoin de le transporter dans la valise. » Et elle jette l'acide dans la baignoire. Et en fait, Jean-Philippe m'a dit, il dit « J'ai vu le film, mais je n'en avais plus aucun souvenir. » Et donc, peut-être que inconsciemment, oui, il y a quelque chose qui est ressorti, mais voilà. Ça fait partie aussi de ce qui est quasi impalpable. Voilà. Oui, mais en tout cas, ça demande de ta part une extraordinaire culture cinématographique pour pouvoir dénicher ces traces de films. Franchement, chapeau. Hein. J'avoue que c'était un plaisir de revoir tout Fellini, tout Antonioni, tout Orson Welles. Du Toussaint chez Fellini. Ouais. C'était jouissif, en fait. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je ne vais pas monopoliser le... Donc, si j'ai bien suivi, dans la première partie, tu remarques cette espèce de hiérarchie des arts. Mais est-ce que finalement, tu ne pourrais peut-être pas considérer qu'aujourd'hui, la littérature qui s'écrit, si elle ne reprend pas certains codes du cinéma, elle devient elle-même has-been? Est-ce qu'il n'y a pas cette, disons, presque normalisation de l'imprégnation des fonctionnements et des codes cinématographiques ou des codes de nouveaux médias qui amènent finalement une sorte de déclassement de la littérature, comme tu disais, classique, 19e siècle. J'étais un petit peu frappée d'entendre dans une soirée un auteur qui disait « Oui, mais aujourd'hui, on ne peut plus faire de la littérature type roman balsacien ou narration classique, et à cause, évidemment, des évolutions médiatiques. » Ouais. Alors, avec une génération plus récente d'auteurs, oui, je suis d'accord avec toi, et c'est même revendiqué. Pas toujours, mais beaucoup plus souvent qu'avant. Avec les générations de Toussaint, et Emmanuel Carrère en fait partie, ce sont des auteurs qui auraient voulu être cinéastes, mais qui en même temps avaient encore cette espèce de conscience, qui est presque une conscience de classe en fait. Non, mais faire du cinéma, c'est quand même moins valorisant que de faire de la littérature. Et donc, Toussaint est un des premiers à avoir dit « Je ne fais pas des romans cinématographiques. Ne cherchez pas le cinéma dans... » Donc en fait, j'avais un petit peu peur aussi d'écrire ce bouquin parce que je me suis dit « Je vais le vexer. » Mais en fait, non, finalement, il l'a plutôt bien pris parce que je ne l'ai pas fait de manière... non plus, je n'ai pas réduit ses livres à ça du tout. Au contraire, c'est juste, en fait, il a été nourri de cinéma, davantage encore que de littérature, et en fait, les deux s'en ressentent au même titre. Alors, est-ce que c'est has-been de faire de la littérature sans utiliser les codes du cinéma ? Oui, peut-être, en fait, je ne sais pas. Sans doute chez certains, mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas chez tous non plus. Mais il y a des tas de choses qui se font autour du cinéma de manière très, très, très presque servile, en fait. Ça ne donne pas toujours la meilleure littérature non plus. Et puis quand tu dis qu'un nouveau média remplace le précédent, c'est pas tout à fait vrai, parce que ça existe à côté. Voilà, mais j'ai pas dit remplace, hein. J'ai juste dit que il y a en fait toujours ce sentiment d'être menacé de remplacement. En fait, c'est la même chose, hein. Le fameux grand remplacement, etc., c'est toujours du fantasme négatif, hein, ça. C'est du fantasme négatif de perdre ce qu'on a et qu'on considère comme acquis. Et donc, en fait, les arts installés ont peur de perdre leur statut d'art installé parce qu'il y a d'autres qui sont là au portillon, quoi.
Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. Il y a des gens qui s'en vont. J'ai tué tout le monde. Voilà. Bon, il ne nous reste plus qu'à te remercier vivement et à te demander de revenir une prochaine fois pour nous faire découvrir d'autres écrivains qui auraient cette tentation du cinéma. Avec plaisir. Merci Christophe. Merci.